Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Par la grâce de Dieu, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour ce nouveau numéro de votre magazine Deadline. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui passionne les débats, état de droit, état de droit. Qu'est-ce que nous comprenons par l'état de droit? Est-ce que l'état de droit signifie libertinage? Est-ce que état de droit signifie la mort de la démocratie? Et c'est dans notre magazine Deadline que nous allons parler de l'actualité politique et tourner aussi autour de ce sujet avec notre invité de ce soir. Permettez-moi, avant de vous le présenter, de saluer tous nos téléspectateurs qui nous soutiennent, qui regardent tout le temps notre magazine en direct ce soir sur Kin 24 Télévision, ce dimanche, même en rediffusion le jeudi sur Kin 24. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux en direct sur la page Facebook de votre présentateur et serviteur Symphorien Katende TV, ou aller liker nos différentes pages sur YouTube. Vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes en RDC, à la capitale Kinshasa, où nous émettons à partir de Kin 24 Télévision pour suivre votre programme habituel, votre programme télévisé Deadline. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité de ce soir. Bonsoir, Eugène Kandolo. Bonsoir. Eugène Kandolo, vous avez plusieurs casquettes, mais ce soir, nous allons vous recevoir en qualité d'analyste politique et nous allons graviter autour de ce grand thème qui est état de droit. Est-ce que l'état de droit veut dire libertinage? Est-ce que l'état de droit tuerait la démocratie? Et sans oublier les différentes questions d'actualité. Eugène Kandolo, qu'est-ce que vous comprenez par état de droit? Bon, de la façon laconique, sans entrer dans des définitions scientifiques, c'est un état où les prérogatives des uns et des autres sont respectées. Quand je parle des prérogatives des uns et des autres, il y a des gouvernants et des gouvernés. Ça, c'est d'abord la première des choses. Mais au-delà de ça, c'est un État qui veille, en fait, à ce que les droits humains soient respectés, à ce que tout ce qu'il y a comme package de liberté, liberté d'expression, liberté d'association, liberté des manifestations, mais aussi la promotion de la méritocratie dans les institutions, tous ces packages, en fait, sont des éléments qui accompagnent un État des droits. Mais c'est un État qui garantit, effectivement, la sécurité et les droits des administrés et qui n'épargne pas, en fait, le gouvernant à ce qui concerne la notion du contrôle. Donc, il y a ici ce qu'on appelle le monus modus, les devoirs de rendre compte. Donc, les gouvernants ont le devoir de rendre compte sur ce qu'ils sont en train de faire au nom de la population, et la population a le droit de se poser des questions là-dessus. Donc, c'est en fait un état normal de choses. Donc, un état des droits ne peut pas être en fait une question de luxe. C'est un état qui fonctionnerait comme un état normal. Eugène Kandolo, les voix s'élèvent, pour certains, vérité des urnes, pour les autres, manifestations. Est-ce que état de droit veut dire libertinage? Quand quelqu'un, à tout moment, peut sortir dans la rue, commencer à manifester, quand quelqu'un peut se prendre en groupe, aller jusque devant le chef de l'État, dire état de droit, est-ce que état de droit veut dire libertinage? Tout le monde peut faire ce qu'il veut au moment qu'il veut, tout en disant que j'ai le droit de m'exprimer librement. Pas forcément, mais il faut voir le contexte dans lequel la République démocratique du Congo se situe en ce moment. C'est un contexte où nous avons eu de très très longues marches de la dictature de 32 ans à 22 ans d'un pouvoir issu en fait d'un coup d'État que les uns ont appelé libération, que les autres ont vu d'un regard comme une occupation. Et tout cela a pris beaucoup de temps. Et il y a eu cassure. Nous avons cette opportunité d'avoir cette première alternance pacifique au sommet de l'État. Et tout s'apprend. Comme je l'ai dit sur une autre émission, aujourd'hui au Congo, à partir de ces moments, que ce soit le chef de l'État, il va beaucoup apprendre parce que depuis l'époque de Kasavubu, on n'a pas eu un président qui a été là de façon pacifique. Donc les autres, que ce soit Mobutu et tous ceux qui ont suivi, ont été d'abord des militaires. Donc on a un président civil, donc il doit réapprendre, une cinquantaine d'années après, réapprendre à diriger en tant que civil dans un autre contexte. Donc tout ça, c'est l'ensemble des packages. Les opposants aussi doivent réapprendre à être opposants parce qu'ils n'ont appris à être opposants qu'au pouvoir autoritaire, au pouvoir assez rigide
et maintenant, ils doivent apprendre à être opposants à un président qui est civil, à un président qui il y a beaucoup plus d'élan, d'ouverture, et ça, ce n'est pas facile. Et c'est ce qui fait même que on parte de ce qui pouvait être comme liberté au libertinage. Parce que, en fait, les uns et les autres, que ce soit ceux qui se constituent aujourd'hui comme opposants, n'ont pas appris ça. Donc, ce sont des gens qui ont appris à faire le combat au lieu de faire l'opposition républicaine. Donc, l'opposition, pendant longtemps dans notre pays, ça a été une opposition de combat. C'est un peu ce que l'UDPS a fait. Et c'est ça, en fait, la grande difficulté des ruptures. Donc, ils n'ont fait que le combat parce que, en fait, les types de pouvoir, les types de gestion que nous avions depuis longtemps dans notre pays demandaient à ce qu'on soit assez, voilà, coriace dans la façon de faire les choses. Qu'on ne soit pas beaucoup plus dans une logique des contributions d'idées et des contradictions dans un débat d'élégance. Et malheureusement, en fait, il y a des gens qui sont rattrapés par le temps, qui n'ont pas encore compris que les choses ont changé et qu'on devait s'adapter. C'est comme ça que les gens se permettent, quand on leur donne cette ouverture, au nom de l'état de droit, ils se comportent comme ils veulent, ils peuvent s'octroyer le droit de se comporter comme si nous étions encore en campagne électorale, alors que nous ne sommes pas en campagne. Je ne vois pas une raison qui peut faire tourner un individu dans la République, voilà, faire le tour des provinces, alors que nous ne sommes pas en campagne. Je ne sais pas, juste avec une sorte de thème, vérité des urnes, 4 mois après, alors que ces autres collaborateurs sont en train de parler un autre langage. C'est ça, en fait, les conséquences de quelque chose de fragile, quelque chose pour lequel nous n'avons pas vécu pendant longtemps, que nous devions apprendre. Tout le monde doit apprendre maintenant. Même le mouvement citoyen. Regardez, en fait, ils sont en perte de vitesse. Maintenant, c'est aller dans des résidences privées pour aller faire des violations de privés. Parce qu'en fait, les gens n'étaient pas habitués à ça. Les gens clamaient cela, mais ils ne savaient pas quel est le vrai visage d'un état des droits. Est-ce qu'on doit être formé? Est-ce qu'on doit-on pas former la population? Tout naturellement, nous avons un problème. Faire des séminaires, des campagnes. Nous avons un problème réel, effectivement, de la déprogrammation positive de mentalité, parce que nous avons été longtemps dans des choses négatives et nous devons apprendre de nouveaux codes. Et par conséquent, effectivement, la sensibilisation, la conscientisation élevée des consciences citoyennes vers les élans de patriotisme est très important pour tout le monde, pour les politiques, pour la société civile et pour le peuple de façon anonyme. Lorsque vous parlez par exemple des mouvements citoyens qui vont s'insurger, qui vont faire des violations à domicile, voilà. Là, nous pouvons citer la Lucha qui se déplace dans une société de télécommunications dont on ne va pas citer le nom pour ne pas faire la publicité, au nom de l'état de droit. Est-ce que cela n'est pas du mauvais côté de la médaille? On veut peut-être parler trop de démocratie. Parler trop de démocratie tuerait aussi la démocratie parce qu'on ne sait pas là où ma liberté s'arrête, commence aussi celui de l'autre. Mes droits s'arrêtent, commence celui de l'autre. Totavitas clola est, toute la vie est une école. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de la connaissance parfaite de la démocratie. Même dans des pays des vieilles démocraties, les dérapages, ça ne manque pas. Vous avez vu l'action de Gilets jaunes, il y a eu des dérapages. Il y a un moment, ils sont allés brûler des magasins d'autrui et tout ça. Donc, tout ça, en fait, ça demande l'encadrement. Et par conséquent, même si on donnait des enseignements pendant 10 ans ici, il y aura toujours des récalcitrants. Mais ce qui est important, quand on aspire à un état de droit, à des valeurs, surtout pour des animateurs de premier rang. C'est par exemple les opposants et les jeunes des mouvements citoyens. Je crois qu'un jour ils voudront aussi être à la gestion de la chose publique. Donc ça s'apprend. Être un homme d'État, avoir développé des comportements, des maturités, des comportements, des citoyennetés, du civisme, ça s'apprend. Et si on ne veut pas apprendre, on va passer à côté de la plaque par rapport à la vitesse que la République est en train de prendre. Donc on construira une République où les autres seront effectivement en retard par rapport à des comportements qui s'adaptent aux élans de la démocratie que les gens veulent. Et ce que les gens semblent oublier, c'est que bon, même si il donne l'impression, je parle du président de la République, d'être assez naïf, d'être très large et d'être bon. De toutes les façons, lui, le président de la République, n'est pas au-dessus de la loi. Si les cours et tribunaux, un jour, jugent que les comportements de telle ou telle autre personne, que le chef d'État voudrait que cette personne soit libre, mais que les cours et tribunaux et les juridictions trouvent que ça, c'est
en déphasage avec les valeurs de la République, cette personne va se retrouver face à la justice. C'est vrai que le chef de l'État, pour le moment, se sentirait dans une situation un peu indélicate où il ne veut pas qu'on dise que sous son administration, voilà, il y a des répressions, il y a des ceci, mais la loi reste la loi. Donc, n'en déplaise au chef de l'État qui voudrait être bon à l'excès, si les gens ne se retrouvent pas dans une situation conforme aux prescrits de la République et des textes qui régissent l'état des droits, donc ils s'en prendront à la justice. Et ça, c'est normal. Et vouloir être libre, c'est vouloir aussi savoir la responsabilité qui est dans cette liberté. L'on dit, il y a une maxime qui dit, l'acte de liberté appelle toujours à la responsabilité. Donc quand une fille a sa liberté de sortir après 19h, 20h, même quand ses parents lui disent, elle dit qu'elle est déjà mature, donc elle doit assumer quand elle va être grosse. Et donc c'est exactement chaque acte que l'on pose, on doit accepter les conséquences de ce qui vient après. Donc l'acte de liberté appelle à la responsabilité. Et la responsabilité, c'est tout ce que je demande aux acteurs politiques, à ceux de la société civile, aux jeunes de mouvements citoyens, à tout le monde. Une conscience républicaine demande effectivement qu'on se mette dans la logique de la responsabilité des uns et des autres. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous un analyste politique à la personne de Eugène Kandolo, avec qui nous échangeons sur ce thème état de droit. Est-ce l'état de droit ne tue pas la démocratie? Parce que tout le monde voudrait faire ce qu'il veut, quand il veut, à n'importe quel moment. Les gens peuvent s'élever pour aller revendiquer leurs droits. Hop, ils sont déjà devant la résidence du chef de l'État, état de droit, Papa Lobaki. À tout moment, un des leaders politiques peut prendre toute une masse de personnes, circuler à travers le pays pour scander l'état de droit. Et notre invité est en train de dire que malgré l'état de droit, mais si il y a certaines dérives, le droit, l'appareil judiciaire doit aussi faire son travail pour recadrer la population dans le droit chemin. Donc c'est autour de ce thème que nous allons graviter pendant notre émission. Nous continuons l'actualité. Nous avons célébré hier Nous Voyons Soudain à travers la date du 17 mai, qui était à l'occurrence à l'origine, on passait à l'Euro National Musée, Laurent Désiré Kabila, mais qui a été changé en cette date commémorative de Nos Vaillants Soldats. Je pense que cette année, c'est la seconde édition, hein? Je crois, oui, mais bon, voilà, l'année passée et l'année antérieure, sur la 3e édition, c'était passé pas trop comme cette année, donc c'était presque inaperçu parce que en fait, les gens pensaient que c'était carrément la continuité. Donc ce changement n'était pas perçu. Si bien que c'est cette année que les gens ont su ouvrir les yeux pour dire, ah non, c'est... Donc, il y a certaines personnes qui pensent que c'est cette année, en fait, la première année de commémoration de Nos Vaillants. À travers... Mais je voudrais dire ici quelque chose, parce que j'ai vu la polémique, j'ai vu même un article sur un des médias internationaux qui relaye, en fait, les communiqués d'un mouvement citoyen qui revendique et tout ça. En fait, il faut dire ceci. C'est pas pour la première fois dans l'histoire, même ailleurs, en France et dans d'autres pays, il y a des dates comme ça qui, au départ, étaient des dates pour autre chose, voilà, qui ont été reconverties. Donc, ce n'est pas en fait la première fois dans l'histoire. Alors, la polémique qui s'est créée autour de cette date, c'est une polémique inutile. Pourquoi je dis inutile? À l'époque de la Deuxième République, on fêtait le 17 novembre, qui est d'ailleurs mon anniversaire. C'était la journée dédiée aux phases, donc les forces armées. Donc, chaque le 17 novembre était férié. Alors, quand par coup d'État, on renverse le pouvoir de Mobutu, l'FDL arrive, c'est le 17 mai qu'ils arrivent à Kinshasa, la capitale. Donc c'est cette date qui a été considérée pour ce régime-là comme journée de la libération. C'est comme ça qu'eux, ils fêtaient ça. Mais c'était toujours controversé parce qu'en fait, il y a une grande partie de la population qui ne considérait pas que le pays était libéré par rapport à tout ce qui a été perpétré après. Mais il y a aussi d'autres, parce qu'ils se sentaient trop concernés dans la Deuxième République, qui considéraient que ça ne pouvait pas être fêté parce que en fait ça rappelle leur humiliation. Mais malheureusement il y a d'autres sans vergogne qui ont été dans la Deuxième République mais qui ont accompagné le nouveau chef de l'État, mais qui chaque le 17 mai au regard de leur fonction, parce que c'était des officiels, c'était des ministres, ils allaient chaque fois fêter et même aller au mausolée de Laurent Désiré Kabila. Et en fait, c'était ça. L'orientation était vers le mausolée. Comme si c'était le 16 janvier, parce que dans une année, les gens allaient vers le mausolée officiellement 2 fois. Donc le 16 janvier et puis le 17 mai. Alors, quitte à ce qu'il y a un pouvoir qui arrive, à peine 4 mois ou une centaine de jours, les gens demandent à Félix de renverser
de revers de la main. Une mauvaise approche. Une très mauvaise approche. Pourquoi? Parce que Félix n'a pas pris le pouvoir par les armes. Pour que les lendemains de son pouvoir, qu'il commence à chambouler toutes les dates, qu'il prenne l'anniversaire de sa mère, qu'il mette un jour férié, qu'il prenne l'anniversaire. Non. En fait, le pays doit... Nous parlons de l'état de droit. Donc, dans cet état de droit, nous devons connaître les codes de l'état de droit. Félix a pris le pouvoir pacifique. Donc, il doit gérer aussi le pouvoir avec un code pacifique. Donc, il a prôné la consolidation de l'état de droit, la réconciliation. Il doit aller dans cet élan. Félix, aujourd'hui, a été soutenu par Cash. Cash a soutenu Félix. Félix est en coalition avec le FCC de par la configuration aujourd'hui. Le FCC a plus de députés et de sénateurs. Ils sont en coalition pour gérer. Félix a un parti politique d'où il est issu, l'IDPS, avec ses élans combattants. Félix a en face de lui la Mouka, avec ses diversités et ses contradictions. Parce que dans la Mouka, tout le monde ne parle pas le même langage. Katou lui parle autre chose, Fayoulou parle autre chose, Bemba parle autre chose. Et en plus de ça, Félix a en face de lui le peuple au nom de qui tout le monde parle. Donc, chaque fois qu'il veut prendre une décision, qu'il veut gérer la République, il va tenir compte de toutes ses composantes. Et trouver une solution qui va faire l'unanimité, ce n'est pas toujours aisé. Moi, je ne comprends pas des gens, par nostalgie moboutiste, ils disent non, cette date ne mérite pas d'être dédiée au Soudan. Et quelle date? Et pendant combien de temps? Est-ce que dans les 100 jours, on doit consacrer les 100 jours à réfléchir sur les significations des dates? Voici comment on va avancer, Eugène Kandolo, vous le parlez avec passion. Il y a deux préoccupations. La première préoccupation, nous rentrons dans l'ancienne configuration considérée par Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Pour ce nouveau pouvoir en place, quels sont les éléments qui peuvent puiser chez Mouzé, Laurent Désiré Kabila, pour s'imprégner dans leur gestion? Quels sont les bons exemples, les bonnes en fait, je ne prendrai pas ça. On avance, on met deux questions. Justement, et puis, quand on rentre maintenant dans cette configuration de la commémoration du soldat congolais, exactement. Quelle est la symbolique pour nous, société, envers ce soldat? Parce que nous avons remarqué que le président a remis des indemnités de sortie fin carrière à ces vaillants héros qui, depuis 2003. 2001-2003. Ces deux éléments, comment vous analysez? Justement, je voulais intervenir par rapport à la première question. Oui, par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on peut prendre? L'administration actuelle ne doit pas se comporter par rapport à elle. Donc, elle doit se positionner dans le temps. C'est-à-dire, les décisions qu'elle doit prendre ou des choses qu'elle doit puiser des bons, je ne sais pas moi, dans le régime de Laurent Désiré Kabila et tout. Ça doit être des éléments qui doivent devenir intemporels. C'est pour cela que je dis que c'est quand même pas aisé de prendre une décision après 2 matins. Ça demande que soit le Parlement s'y mette, que l'on étudie quelles sont les dates, quels sont les éléments de tous les régimes qui se sont succédés qui peuvent rester une symbolique pour la République. Aujourd'hui, dans l'histoire du pays, on n'apprend pas aux enfants, par exemple, Sophie Kanza. C'est quand même dommage que les profs d'histoire, je ne sais pas s'ils attendent un mot d'ordre pour mettre dans ça. Il y a des éléments très importants aujourd'hui qui doivent être codifiés, que ce soit dans l'histoire de notre pays, que ce soit dans les civismes, pour que nous puissions avoir une histoire standard qui va nous permettre d'avoir un ancrage patriotique commun à nous tous. La date fait polémique. Est-ce qu'il faudrait qu'on la maintienne? Est-ce qu'il faudrait qu'on enlève, qu'on trouve une autre date pour commémorer nos vaillants soldats? C'est des questions qui vont être traitées dans les temps, pas après 4 matins du pouvoir de Félix. Ça, c'est un. Maintenant, j'ai vu une autre polémique. Des gens qui n'ont pris que la photo d'une face. Il y a 3 faces sur ce monument au niveau du rond-point Forestcom. Il y a une face qui prend la date de 1885 à 60, mais les gens n'ont pris que la photo parce que de cette face où il y a 97 à 2019. Oh là là, c'est la polémique. Félix a commémoré l'AFDL. Donc ça, c'est vraiment réduire le débat aux bas instincts. C'est très, très, très dangereux pour la République. Quand on veut construire la République, on doit aller au-dessus de nos passions. Qu'est-ce que les gens veulent? Certaines veulent qu'on efface cette histoire, non, justement, cette partie de l'histoire congolaise. Les nostalgiques de l'ère moboutiste ne veulent pas voir la date de 1997. Et pourtant, c'est une date qui a existé dans ces pays, qu'on le veuille ou pas. Nous autres, nous n'avons pas forcément partagé les opinions de libération ou truc parce que c'est discutable. Est-ce que c'était réellement une libération? Mais cette date existe néanmoins. C'est une date où, d'un côté, il y a eu des vaillants soldats de l'époque de phase qui se sont dit, nous n'allons pas
nous battre pour faire couler les sangs. Laissons ces gens entrer parce que nous en avons marre avec à commencer par le général Maëlle. Le général Maëlle qui en a payé de son prix. Oui, Où est-ce que nous les mettons dans tout ça? Donc il n'y a pas que les Kadogos qui sont entrés, il y a des vaillants soldats ex-phase ou phase de l'époque qui se sont dit non, nous n'allons pas défendre un régime finissant, dictatorial, sanguinaire. C'est une histoire de notre pays. Partout ailleurs, même quand les présidents ont eu à poser à un certain moment de leur histoire des choses qui ont mis en péril les destins de la nation, mais on garde ces pays. On ne les raille pas de l'histoire. L'histoire de la RDC retiendra que nous avons eu Kassavou comme président, nous avons eu Mobutu comme président, nous avons eu Laurent Désiré Kabila comme président, nous avons eu Joseph Kabila comme président et aujourd'hui nous avons Félix comme président. On ne peut pas changer cette histoire. Félix Tshisekedi a démenti plusieurs pronostics. En devenant président, on devait parler de sa garde. Et là, nous le voyons fièrement être avec la garde républicaine. Est-ce là un esprit d'ouverture pour démontrer que non, ils savent faire leur service? Nous continuons. Moi, je ne viens pas tout changer, mais dans ce qu'il y avait dans le passé, il y a aussi du bon, nous pouvons s'y avancer. C'est ça, cette manière de voir les choses que l'on peut dire. Mais justement, il y a un adage qui dit c'est au bout des anciennes cordes qu'on coud les nouvelles. Tout à fait. Félix ne crée pas une nouvelle histoire du Congo. Tout à fait. Félix hérite de l'histoire coloniale du Congo, il hérite de l'histoire de l'indépendance du Congo et des pères fondateurs de la République, il hérite de l'histoire de la Deuxième République, il hérite de l'histoire de l'AFDL, il hérite de l'histoire du temps de Joseph Kabila. Donc, celui qui viendra après Félix héritera aussi de toutes ces histoires, y compris l'histoire de Félix. C'est ça la continuité de l'État. Donc, mais quitte à ce qu'il y ait au moins une vérité à se dire, il y a des choses à corriger. Parce que chaque personne qui viendra au pouvoir ne choisira pas ses dates à elle, à célébrer et à ne pas célébrer, ou bien sa façon d'honorer les militaires qui lui sont proches ou bien qui lui sont pas proches. Je dis ici, le soldat que nous sommes en train de célébrer, de commémorer aujourd'hui, ce n'est pas le Kadoko, ce n'est pas le DSP, ce n'est pas le FAS, ce n'est pas le Moura, c'est en fait le soldat de la République. C'est le soldat congolais. En partant même de la force publique, ce vaillant qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est toute cette histoire-là que nous devons hériter, que nous devons nous approprier. Et ça, c'est très important. Et je crois que Félix est dans cette optique où il ne fait pas exception et distinction de quel type de militaire. Et ça, c'est très important, c'est très républicain et c'est à saluer et à encourager davantage pour d'autres présidents qui viendront parce que nous sommes déjà dans cet élan d'un pouvoir démocratiquement géré par des civils qui n'est pas issu en fait de sang et des armes. Voilà, très chers téléspectateurs, vous nous suivez, nous sommes dans votre magazine Deadline. Nous recevons pour vous Eugène Kandolo, analyste politique. Avec lui, nous gravitons autour de ce thème. Est-ce que l'état de droit aurait comme conséquence de tuer la démocratie? Parce que tout le monde voudrait s'exprimer à contre-temps et à temps. Tout le monde voudrait faire n'importe quoi au nom de ce droit de pouvoir s'exprimer librement. Nous arrivons là. L'actualité, il y a le fameux pont qui va relier Kinshasa à Brazzaville. Il y a le retour de Moïse Katumbi pour ce 20 mai. Si toute chose est restée comme il avait dit dans les chaînes internationales. Il y a aussi Bemba, il y a aussi Mboussa Miamoussi, il y a aussi le ressuscité, comme on l'appelle ces derniers temps, Nemwanda Nsemi. On va prendre tous ces éléments et essayer un peu d'avancer. Le pont, le fameux pont, jeter un pont entre Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Est-ce une opportunité ou est-ce une mauvaise idée? D'emblée, c'est les deux capitales les plus rapprochées du monde. Tout à fait. Et tout naturellement, c'est inimaginable qu'il puisse y avoir des obstacles à tout point de vue. C'est une ouverture, ça nous ouvre non seulement au monde, mais aussi ça permet en fait un certain nombre d'échanges. Mais il y a quand même objection de la part des notables des Congo, qui voient en cela quelque chose de mauvais. Mais parmi eux, il y a deux tendances. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'on parle de ces ponts. Donc, sur le plan avantage économique, il y a trop à perdre. Ils ne voient pas des avantages, ils disent niet qu'on puisse enterrer ce projet. Mais il y en a qui disent qu'il faudrait qu'on commence d'abord par reconstruire le port de Banana avant de mettre ce pont. Donc, il y a deux tendances, mais toutes choses restantes égales par ailleurs,
on voit qu'il y a quand même une opposition de la part du notable Nkongo. Curieusement, il y en a même parmi eux qui étaient des anciens gouverneurs et le projet du pont a commencé pendant qu'ils étaient là. On se demande comment ils n'ont pas pu empêcher cela. Ils avaient même signé des accords. Donc c'est ça un peu toute la complexité de l'affaire. Mais quand on parle République, il ne faut pas voir juste province. Malheureusement, je ne suis pas en train de faire un jugement des valeurs, mais ma grille de lecture, j'ai comme l'impression que eux, ils ne pensent pas République, ils pensent province. Et ça, c'est quand même dangereux. Et parmi eux, il y en a qui sortent un peu avec des velléités de dire qu'ils veulent être un pays. J'ai entendu des choses comme ça. Donc, ils veulent être carrément, ils ont une histoire à eux. Et ça, c'est très dangereux. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Parce que la nation congolaise devrait rester une dans ces frontières de 1960 et devrait penser nation. Penser nation, c'est chaque fois que l'on pense à soi, que l'on pense aux autres qui constituent cette nation. Et c'est très important. État de droit oblige, eux aussi sont en train justement, de s'exprimer. Ils usent de leur liberté et ça, on ne peut pas les empêcher. Est-ce une opportunité, ce pont? Quelles sont les conditions pour que ce pont soit une opportunité pour les Congolais? Tout ce qui est une opportunité peut être en fait une occasion en fait de faiblesse aussi pour chacun. Tout dépend de comment et avec quelle vision on fait quelque chose. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que même l'état des droits peut être une opportunité, mais en même temps, c'est aussi une faiblesse. Il y a des gens qui vous diraient que les Congos méritent un dictateur patriotique, donc qui aime le pays. Et voilà, parce que quand on ouvre les champs à tout le monde, il y a libertinage, il y a des choses qui se font. Donc le pont, tout dépend de la vision que l'on a du pays, mais aussi du sens des opportunités qu'on veut capitaliser. Mais toute chose restante égale par ailleurs, ça va ouvrir beaucoup à notre pays. Il y a beaucoup à gagner en ayant cette ouverture, que ce soit sur les échanges commerciaux, que ce soit en termes de tourisme. Mais Kinshasa sera beaucoup plus servi. Et il y a des choses, en fait, qui ne seront plus des luxes en termes de denrées. Donc, c'est très important. Avant de passer à notre analyse sur le retour de Moïse Katumbi, il y a Syndicat de Kolo qui est déjà en RDC, Oui. et il le dit ouvertement, il ne va plus en aller en politique parce qu'il a sa plateforme comme un mouvement citoyen qu'il a, mais il va se donner plus dans des questions de business, dans des questions d'échanges économico-financières par rapport aux opportunités. Ça veut dire que il a pu sonder son frère Félix Tshisekedi dire que non, ils sont dans la bonne voie et que lui, il pouvait ne plus aller en politique et rester dans les affaires. C'est comme ça que vous pouvez prendre ce signal de la part des syndicats de Kolo. C'est difficile que je sache ce qu'ils se sont dit en privé. Parce qu'il a rendu visite, il a été reçu en audience. Avoir des photos Oui. de Félix et des syndicats. Je l'ai vu, j'ai vu sur sa page, il a fait quelques publications avec quelques dizaines de ses proches de son mouvement citoyen. Tout ce que je sais, c'est que, bon, en fait, si lui, s'il dit qu'il ne va pas faire la politique, donc, croyons à ce qu'il dit. Mais si on le voit un jour occuper un poste politique, on connaît, il y a d'autres opérateurs économiques qui sont venus pour, voilà, les affaires. Mais après, on a vu l'ambassadeur itinérant. C'était un homme d'affaires, mais bon, frère, on a vu maintenant, il est l'un des ambassadeurs itinérants du chef de l'État. Bon, est-ce que si on les nomme, il va refuser? Je ne sais pas. Donc, ça serait difficile qu'on entre dans ça. Mais si lui, il dit qu'il ne va pas faire la politique, bon, croyons-le sur parole. S'il pense qu'il peut ramener des investissements, encore une fois, on ne vient pas faire une déclaration pour amener des investissements. Les gens investissent. Donc, on va le voir. Tout ce que je sais, c'est que dans le cadre de la décrispation politique, il est rentré sans problème. Mais j'ai lu un article où on dit que on raconte qu'il y a un dossier judiciaire qui a été remis d'actualité par rapport à lui. Donc, je crois que tout ça appartient quand même à un personnage qui a une vie privée, bien que devenu un personnage politique, public, mêlé à la politique, parce qu'en fait, mouvement citoyen et tout ce qui va avec, c'était pour une cause politique. Il l'a dit lui-même, c'était pour le départ de Kabila, et il s'en félicite parce qu'aujourd'hui Kabila n'est plus président de la République. Donc voyons voir ce qu'il va faire. Si ça
va dans le cadre d'apporter quelque chose de plus à la République, tant mieux. Mais du reste, c'est un citoyen congolais qui a choisi de rentrer dans son pays et que, bon, du reste, s'il ne veut pas faire la politique, il y a d'autres qui font la politique et quitte à ce qu'il fasse ce qu'il sait faire pour apporter une pierre positive à la République. Nous arrivons à Moïse Katumbi qui revient d'ici le 20 mai, comme il a promis. Est-ce un signal fort? Parce que très fort. On a vu, on a entendu ses adresses à l'endroit du président Félix, parce que nous considérons Moïse Katumbi en tant que président de la plaque tournante Lamuka, cette présidence tournante de Lamuka. Est-ce que c'est un signal fort et est-ce que sa venue aussi n'irait pas à affaiblir la plateforme Lamuka? Bon, d'abord je prends Moïse Katumbi comme un personnage incontournable dans la politique, très important, proche de Félix, lui-même le dit, il ne s'en cache pas, Félix le dit, leurs proches le disent, à plusieurs écarts, il avait soutenu Félix et tout ça, mais il s'était retrouvé dans une logique où il devait assumer jusqu'au bout sa parole. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais je l'ai vu se dévêtir de l'élan de vouloir le mettre dans un carcan où on doit l'indiquer ce qu'il doit faire vis-à-vis de Félix. Et ça, il a refusé. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez l'homme. Il rentre le 20 mai, comme il a annoncé. Ce matin encore, je suivais la vidéo du secrétaire général de Ensemble, secrétaire général adjoint d'Ensemble, Christian Mwando, qui dit clairement que notre ligne de conduite de Ensemble, ce n'est pas de faire la guerre à Félix. Et nous sommes prêts, si cela est évident, de lui tendre la main ou si lui nous tendait la main, de travailler. Donc ça, c'est les propos que j'ai suivis ce matin de l'un des cadres de Ensemble. Il faut, à partir de ces moments, dissocier en fait les comportements de Moïse Katumbi en tant que président d'Ensemble et en tant que président trimestriel de la Mouka, quelque chose qui n'est pas aussi assez efficace. Je me demande dans 3 mois qu'est-ce qu'on fait. Ezanetili Kelemba, comme on peut dire. Donc à un moment, c'est en fait des décisions que l'on prend pour la mayonnaise. En fait, c'est pas des décisions consistantes qui montrent que les gens veulent faire quelque chose ensemble et quelque chose d'efficace. Parce que juste après avoir été désigné comme président pour 3 mois, Fayulu le quitte, il vient faire des choses. Est-ce qu'il y a une ligne de conduite? Est-ce qu'il y a une discipline dans la Mouka? On ne sait pas. Et quand il part, il s'est fait accompagner par la secrétaire générale du MLC, qui est aussi membre de la Mouka. Ils font des choses qui vont à l'encontre de ce que le discours du président trimestriel a dit. Et en même temps, elle annonce aussi le retour de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que en tant que président de la Mouka, après les 3 mois de Katumbi, tout ça, ça fait la confusion. Quand il dit qu'il va aussi faire le tour du Congo, en tant que candidat, donc à chacun son tour du Congo. Moïse Katumbi va faire son tour du Congo, Fayulu est en train de faire, Bemba va faire. Du coup, on se dit, mais à quel jeu il joue? Mais pour parler de Moïse, je vois qu'il est sincère dans sa démarche et il n'est pas complexé du tout par rapport à qui que ce soit. Donc il va rentrer au pays, toujours conséquence de la décrispation politique et de la politique de consolidation de la cohésion nationale de Félix. Moïse va rentrer et il va jouer son rôle comme un fils du pays et comme il entend le jouer. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans le magazine Deadline. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges aussi importantes avec notre invité de ce soir, Eugène Kandolo, où nous recevons dans ces titres de analyste politique. Eugène Kandolo, état de droit toujours. Est-ce que que la population puisse manger à sa faim 3 fois par jour, que les enfants aillent à l'école, que les parents aient un salaire décent, que l'hôpital soit accessible, l'éducation, la scolarisation. Est-ce que cela ne font pas partie aussi de ce package état de droit? Ça, c'est ce qu'on appelle la justice sociale distributive. Donc, c'est très important. Ça fait partie des corollaires d'un état de droit. Parce que quand il y a un état de droit, on suit tout à la loupe, on combat la corruption et par conséquent,
on emmagasine des capitaux qui pouvaient aller dans des poches des individus, on réinsère ça dans le social, on oriente un certain nombre de questions. C'est une conséquence d'un état de droit, mais c'est pas par baguette magique. Je connais des pays où chaque année on fait l'alternance, chaque mandat on fait l'alternance politique, mais les gens ne sont pas aussi déjà tous rassasiés. Je parle du cas du Ghana par exemple. C'est un modèle aujourd'hui en Afrique de la démocratie. Le Sénégal, mais ça ne veut pas dire que par baguette magique, parce que chaque 5 ans ou chaque 4 ans, il y a alternance et automatiquement, tout dépendra du volume de ce que l'État a pu emmagasiner et de comment on va redistribuer ça. Et ça, c'est très important et des politiques qu'on va mettre en place. Et pour le cas du Congo, c'est possible parce que le Congo, nous l'avons dit pendant autant d'années, il est potentiellement riche. Tout est dans la vision et dans comment on va canaliser les ressources du Congo pour que chaque fils et chaque fille du Congo puisse trouver en fait de quoi être à l'aise et manger 3 fois par jour comme vous le voulez, pourquoi pas 4 fois et voilà. Parce que pourquoi ma question dans les cabarets, nous sommes journalistes, nous sommes arrêtés dans les coins de rue, devant les bars, les restaurants, mais mon frère, s'il te plaît, on n'arrive pas toujours à manger. Nous avons fait l'alternance à la tête du pays, mais on ne comprend pas. Mais je me dis, est-ce que le message qu'ils avaient présenté lors de la campagne, que tu sois député, que tu sois sénateur, que tu sois président de la République, est-ce qu'il y avait un non-dit que Borolia Sima, tout ça, non, nous ça là. Est-ce que s'ils avaient dit ça, la population allait le regarder avec les yeux qui le regardent maintenant? Bon, en fait, déjà, à regarder notre population, je vois mal que quelqu'un vienne dans la campagne et qu'il leur dise « Votez-moi, je vais d'abord travailler Borolia Sima ». Donc déjà, le message, même en termes de communication, ne passerait pas. Ce n'est pas un message approprié pour une campagne. Mais toujours est-il qu'il y a une succession de choses. J'aime le répondre, j'aime l'humilité de Félix. Félix disait, et les gens avaient crié au scandale, que de nous tous, seul Joseph Kabila connaît mieux la République et il peut dire exactement où toucher les trucs. Et ça, c'est très important. Si les gens sont humbles, qui qu'il soit, s'il devenait, même si on prenait Barack Obama, il devient président de la République après le 32 ans de Mobutu et les 22 ans de l'AFDL plus PPRD, donc Obama n'allait pas décompter la situation le 25 janvier, après son investiture le 24 janvier. Donc, il y a un processus, il y a des choses à faire. Donc, il faudrait connaître l'appareillage de l'État. Qu'est-ce qui avait été volé? Qu'est-ce qui avait été caché? Où? Comment faire? Et tout ça, il faut le faire avec délicatesse. Et il ne faut pas oublier les contextes dans lesquels on est. C'est les contextes où ceux qui étaient là au pouvoir ne sont pas totalement partis parce qu'ils gardent la majorité au Sénat et au Parlement. Et ils veulent à tout prix, en fait, n'est pas, comme les Quinois disent qu'au Fongolagé, ouvrir le jeu pour des peurs qu'ils soient vite rattrapés. Donc, c'est des choses qui vont aller progressivement pour permettre à ce que tout soit desserré et que la population soit desservie. Mais quand on parle de solutions, cette histoire de pont, c'est une des solutions. Donc il faut penser à des solutions durables qui vont permettre à ce que nous puissions avoir des réserves un peu comme dans certains pays où on vous dit qu'ils ont une réserve de 20 ans. Donc les pays peuvent s'arrêter sans voter des budgets année après année. Donc ils peuvent 20 ans après trouver de quoi subvenir. Un peu le cas de l'Australie. On le dit souvent, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais de mauvais chefs. Avec la même équipe, presque, nous remarquons des cas de fraude, des cas de détournement, des cas même de corruption qui sont mis à jour. Est-ce un nouveau vent? Pourquoi avant on ne le fait pas, on le fait maintenant? On le suit dans les médias. Un tel Indien ou Libanais qui voulait soudoyer, corrompre, voilà. Tout ça. On voit même les journalistes de Télé 50 faire des grèves et tout ça. Ma question est celle-ci. Est-ce le côté positif de l'état de droit? Chacun devient, il réfléchit, la conscience redevient en place pour dire que non, désormais, voici la manière dont on doit avancer. Le premier bénéfice de l'état de droit, c'est qu'on se sent plus humain qu'on l'avait jamais été. Il y a un moment, dans ce pays, on se sentait moins congolais que nous l'étions. Vous comprenez? Aujourd'hui, en fait, l'un des bénéfices de l'état de droit, c'est que les gens doivent d'abord commencer à se ressentir humains. Par conséquent, se ressentir congolais. On était comme étrangers dans notre propre pays. Vous imaginez que dans ces pays, nous étions dans un pays où, il suffit que tu puisses, si ce n'est pas le jour du match des Léopards,
si tu mets le drapeau RDC au cou et que tu n'es pas membre du PPRD, tu deviens quelqu'un de suspect de l'ANER. Tu t'imagines un peu l'état dans lequel nous étions. Tu ne peux pas avoir une conférence avec une thématique civisme ou citoyenne. Du coup, tu deviens quelqu'un de suspect. Ça, ce sont des velléités. Regardez les velléités que nous avons héritées des Mobutu et qui sont restées dans la succession de ce qui a suivi. On vous dit par exemple que les universités, on ne peut pas parler d'un débat politique dans les universités. Les universités sont apolitiques. Et ça, c'est une aberration. Partout au monde, c'est les lieux par excellence oui. où les débats politiques sont alimentés. Ça, c'est des élans dictatoriaux où on pense que les étudiants sont forcément de l'opposition et ils vont mettre en mal notre pouvoir. Et ça, c'est des bénéfices de l'état des droits. Et ça, c'est les bénéfices de la politique de Félix. N'en déplaise à ce qu'ils veulent ou quels que soient aussi les dérapages ou voilà le côté qu'on craint, on dit que ça risque de tourner mal contre lui. Mais après, c'est ça en fait l'état des droits. Soit on le veut, soit on ne le veut pas. Donc c'est cette conséquence-là. D'abord, premièrement, c'est se ressentir congolais. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce qui fait que les gens commencent à revendiquer. C'est ce qui fait que quelqu'un se dise « Ah, cet Indien veut me soudoyer, mais contre la République. » Quelqu'un sort ses élans, non pas parce qu'il est forcément quelqu'un d'éthique, mais il y a un sursaut patriotique derrière cet acte. Il dit non, je ne veux pas faire ça contre la République. Et ça, c'est très important. Et ça s'est bâti progressivement. Il faut renforcer davantage. Pas des actions d'éclat, mais il faudrait que ça devienne en fait une attitude et une habitude pour chaque Congolaise et chaque Congolais. Ça fait aussi partie de la société congolaise, de l'actualité, l'épouse du chef de l'État, Madame Désigne Tshisekedi, qui a maintenant sa fondation à elle, où elle va travailler pour la personne démunie, aider ceux qui sont dans les difficultés. Quelle est votre analyse par rapport à son lancement de sa fondation? Bon, en fait, j'ai vu dans les médias comme tout le monde, et puis notamment des photos qui circulent dans des médias sociaux. Il n'est pas interdit à la première dame d'avoir des actions. Et je la trouve très entreprenante depuis qu'elle est là. Elle est active, elle n'est pas de tout sommeil. Et je crois que c'est un bel exemple de travail et de vitalité. Donc, si je peux dire ça. Mais maintenant, quitte à entrer dans le contenu pour savoir, il faudrait que je puisse avoir suffisamment d'éléments pour apprécier en fait dans quelle direction. À très bientôt, ça ne sera pas aussi Maman Denise Taïlabiso Likambo. En fait, je me rappelle que même à l'époque de Madame Olive, ce n'était pas elle en fait qui avait poussé les gens à dire ça. Donc, c'est-à-dire, c'est des velléités, des excès des ailes et aussi un peu une mentalité trop, comment je peux dire, mendiante, de croire que toutes nos solutions doivent venir de ceux qui nous dirigent, non pas en tant qu'institution, mais en tant qu'individu. Et ça, c'est quand même très dangereux. Donc, quand les gens disaient « Maman Olive Taïleb », et en fait, c'est aussi avec d'autres corollaires des médias dérivés, des trucs de magazines en lingala. C'est là qu'on a fait beaucoup plus la promotion de toutes ces antivaleurs qui, en fait, substituaient la première dame à Caritas ou, je ne sais pas moi, HCR. Non, en fait, la République ne doit pas être dirigée comme ça. La première dame fait ses activités, mais elle ne va pas se substituer en... Voilà. Alors, quel est le mal, par exemple, de dire Maman Denise Likambo en tant qu'épouse du chef de l'État? C'est de croire que, en fait, elle devient la solution à nos problèmes. C'est cette histoire où quelqu'un... Elle va facilement plaider auprès de son mari. C'est cette histoire où quelqu'un va faire des jumeaux et puis dire, bon, voilà, l'enfant s'appelle... Félix et l'autre s'appelle Maman Denise, il faut bâtir Sabiso Kakani. En fait, on ne doit pas bâtir la République comme ça. On doit bâtir la République sur l'élan de l'émulation. Pousser les gens à la compétitivité. Pousser les gens au sens du travail. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Les devoirs de l'État et les devoirs de la première dame d'encourager son mari à créer de l'emploi pour que les gens travaillent. Parce que si les gens travaillent, je crois qu'il n'y aura pas des histoires qu'on est en train de voir. Tu sais, dans un laps de temps, il y a plus d'une cinquantaine d'associations en faveur de Félix. Et ça, c'est carrément inimaginable.
C'est une bonne chose. Le dialelo, c'est hérité de l'époque de Mobutu, ça se perpétue et ça va monter. Et voilà, et puis, et bizarrement, mais tu ne trouves pas que c'est positif? Non. Ça, c'est l'aliénation mentale, ça, c'est les cultes de personnalité, et ça ne devait pas être des choses encouragées dans la République. Donc, il devait si les gens veulent gagner de l'argent auprès de Félix, ils doivent travailler. Ils doivent faire des choses autrement que mais il va travailler où? Parce que vous dites si bien que non. D'abord, l'État doit travailler. Lorsqu'ils seront prêts, ils vont solutionner le problème de la société. Il y a des choses qui se font concomitamment. Il y a des types d'emplois que l'on peut créer déjà en attendant, mais il y a des types d'emplois à grande échelle que l'on va. Il y a l'assainissement de l'environnement, de l'écosystème entrepreneurial qui va attirer les investisseurs. Et qui dit investisseur dit main-d'œuvre. Qui dit main-d'œuvre dit des emplois créés. Ça, ce sont des choses qui se font progressivement. Mais substituer les chefs de l'État en celui qu'on doit soutirer de l'argent parce qu'en fait, on doit. On va terminer par là parce que nous atteignons déjà la fin de nos échanges. Dans mon chrono, moi j'ai 5 minutes. Bon, on va échanger avec vous. Eugène Kandolo, ce dernier message, la rencontre du président de la République avec le gouverneur sous forme d'atelier, comment vous avez trouvé cela? Très didactique, très pédagogique. C'était pas pour leur faire peur. Attention, je suis là. Dans 3 mois, c'est moi le chef. Non, je ne vois pas le président de la République se comporter de la sorte pour faire peur. Dans 3 mois, je vais vous évaluer. Il n'a pas besoin de faire peur aux gens. Il donne une ligne de conduite. C'est très important. Quand on veut avoir des résultats, on doit avoir des objectifs au départ. J'étais étonné, dans ce pays, une phrase malheureuse et célèbre est sortie, disons que je n'ai pas su changer l'homme congolais. Pourquoi ça a étonné? Ça a étonné parce que ça n'avait jamais été inscrit dans un projet de société quelque part. On ne peut pas attendre un résultat qu'on n'a pas prévu au départ. Ça, c'est vraiment naviguer à vue. Donc, si le chef de l'État dit au gouverneur qu'après 3 mois, je vais vous évaluer, c'est parce qu'il y a un alors qui va évaluer, par exemple, le président lui-même? Parce que non, mais le président a été élu au suffrage universel direct par la population congolaise. Et je parlais tout à l'heure du devoir de rendre compte. Le modus monus, c'est entre le président de la République, c'est ça le contrat social, et la population qu'il a élue et celle qui n'a pas élu, parce qu'en fait, il est président pour tout le monde. Voilà ce qui va conditionner, en fait, s'il va être réélu pour un second mandat ou pas. C'est par rapport à ce respect du contrat social, le contrat social vis-à-vis de la société. Est-ce que la société, la population congolaise aurait trouvé son compte dans le mandat de Félix Tshisekedi? Est-ce que la population se serait sentie plus heureuse? Est-ce que la population aurait retrouvé sa dignité, sa fierté en tant que peuple congolais? Est-ce que la population aurait beaucoup plus eu donc c'est une bonne approche que Félix a... Très bonne approche, il n'y a pas d'intimidation, c'est une approche pédagogique et didactique qu'il faille encourager. Et ceci crée aussi de l'émulation. Le gouverneur se dit, ah bon voilà, on nous attend au tournant, donc je vais faire mieux pour que... Parce que quand vous n'avez pas donné, une ligne de conduite, vous n'avez pas donné un target, vous n'avez pas donné une marge, les gens vont... Eugène Kandolo, c'est déjà la fin de nos échanges. Au gouverneur d'être aussi conséquent. Et la conséquence directe, c'est qu'eux aussi vont activer leurs collaborateurs pour qu'ils atteignent les résultats. Ça s'appelle gestion axée sur les résultats. Et ça commence par des objectifs clairs. Tous les objectifs de départ se déclinent en termes de résultats. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train d'utiliser ce que nous appelons en gestion de projet l'approche GAR, gestion axée résultats, où il travaille avec ses collaborateurs en fixant des objectifs. Nous avions été très honorés de recevoir pour vous, sur ce plateau, Eugène Kandolo en tant qu'analyste politique. Un tout petit mot pour mettre fin à nos échanges. Alors, c'est difficile de dire un mot sur plusieurs types de sujets que l'état de droit que nous avons parlé. Ce qui est important, c'est que nous aspirons tous à un état de droit. C'est un idéal que nous devons bâtir. Il ne faut pas que nous puissions laisser ça seul au chef de l'État parce qu'il a dit que je vais mettre en place un état de droit. Nous devons l'aider. L'aider comment? En nous disant que notre liberté doit toujours évoquer notre sens des responsabilités. Chaque fois que nous voulons revendiquer, c'est très bien les revendications dans un état de droit, mais il faut le faire dans le sens de participer à la consolidation de la cohésion nationale et au développement du pays. Et ça, c'est très important. Nous allons, au-delà de nos sensibilités politiques et partisanes, bâtir un pays plus beau qu'avant. Et ça, c'est un héritage que nous pouvons laisser aux futures générations. Bâtir
Un pays plus beau qu'avant, c'est avec cette note que nous mettons fin à notre entretien de ce soir. Vous nous avez raté ce dimanche. Rattrapez-vous le jeudi à 14 h juste sur Kin 24 pour suivre ce magazine réalisé avec notre ami et frère que nous aimons beaucoup, Eugène Kandolo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse.